Et notre secrétaire général, Planas. Merci. Très bien, bonjour chers collègues. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Jean-Claude Juncker. C'est un président qui veut changer les choses en Europe. Et comme tu as dit, c'est la dernière chance pour les institutions de Bruxelles. Je partage entièrement ce sentiment. C'est vraiment la dernière chance que nous avons que les citoyens retrouvent, que les institutions européennes retrouvent la confiance des citoyens. Et nous, comité, je crois, nous sommes l'organe institutionnel qui peut aider ce changement. Parce que nous représentons les forces vives, non pas que les autres ne soient pas vives, mais en tout cas, les nôtres sont très vives. La réalité du terrain, et on en parlait tous les deux, il faut vraiment bousculer les choses, bousculer un ordre établi, quand cet ordre établi menace le projet européen, auquel je crois nous tous, nous deux, mais nous tous ici, nous sommes si attachés, parce que c'est pour ça que tous mes collègues ici font l'effort de venir de leur capitale, de leur ville, de leur région, de leur campagne, pour venir se battre, parce que nous croyons tous vraiment que le projet européen, qui a des racines très profondes, comme le disait Jean Monnet, auprès de chacun d'entre nous, que le projet européen, c'est ça qui peut nous amener tous à plus de protection, à plus de sécurité et plus de confort, plus de bien-être. Donc, cher président Jean-Claude Juncker, c'est un grand plaisir que je te passe la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, chers amis, Mesdames, Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je me présente devant vous. Il est vrai que lorsqu'on est orateur, en s'adressant à l'auditoire, il faut toujours dire que c'est un grand plaisir et qu'on est heureux d'être là. En règle générale, ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, cela est vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous dire le plaisir que je ressens à vous rencontrer. Ce n'est pas ma première apparition, si j'ose dire, sans faire référence à une quelconque dimension verticale, devant vous, président de l'Eurogroupe et Premier ministre de mon pays. J'avais 5-6 fois l'occasion de m'adresser à vous, et je voudrais faire de même aujourd'hui, et j'espère qu'après l'entretien et l'échange que nous aurons eu, vous m'inviterez une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois pour que nous puissions échanger sur les grands problèmes du moment. J'ai dit que l'Europe a besoin d'un nouveau départ et que la commission que j'ai l'honneur de présider est la commission de la dernière chance et que nous voulions changer l'Europe. C'est arrogant, c'est condescendant, c'est prétentieux. Moi, je suis capable de toutes les formes d'arrogance, mais j'essaie d'éviter le piège du prétentieux. Si je dis que la commission que je préside est la commission de la dernière chance, je ne veux pas dire par là que ce sera une commission de la révolution. D'ailleurs, les révolutions pré-annoncées n'ont jamais lieu. Les révolutions ont lieu sans qu'elles n'aient été annoncées. Les révolutions pré-programmées, en règle générale, ratent. Et leur but est l'enthousiasme des foules que normalement les révolutions déclenchent. Si je dis que nous sommes la commission de la dernière chance, je veux dire par là, en faisant aussi mon autocritique, parce que j'étais longtemps Premier ministre et ministre dans mon pays, ce que je veux dire par là, c'est que nous devons tout faire pour rapprocher les citoyens de l'Europe et l'Europe. Qu'il y ait un fossé entre l'action publique européenne et la perception qu'en ont les opinions publiques nationales est une évidence. Cela est dû à des mauvais comportements de l'Europe. Cela est dû également aux citoyens. Il ne faut pas seulement charger de responsabilités les institutions européennes, il faut aussi mettre en face de leurs responsabilités propres les citoyens de l'Europe qui, pour critiquer l'Europe, pour dire du mal de l'Europe, ont oublié les avantages que nous a procurés
et dont la construction européenne jusqu'à ce jour nous a fait cadeau. Le président de la Commission qui vous parle a été élu d'une façon différente de ses prédécesseurs, puisqu'il y avait eu en mai, lors des élections européennes, un nouveau mode de désignation du président de la Commission qui se mettait en place, puisque les grandes familles politiques européennes avaient nommé chacun, en ce qui le concerne, une tête de liste, un Spitzenkandidat, comme disent les Allemands, et que les autres répètent sans savoir de quoi il s'agit. Donc, le parti politique qui a eu le meilleur résultat électoral, ce fut heureusement le mien, n'a pas dû imposer son candidat, puisque la volonté générale du Parlement était de choisir celui qui a été choisi par les électeurs européens. Il est vrai que les électeurs européens s'en foutent pas mal de cette affaire de Spitzenkandidat. Moi, je rigole toujours, mais je ne rigolerai pas si vous le répétez, lorsqu'on me dit « vous avez été élu par les peuples d'Europe ». Moi, je le sais, mais les peuples de l'Europe ne le savent pas. Mais la prochaine fois, ils le sauront, parce qu'il faut toujours un galop d'essai avant qu'une nouvelle règle s'établisse. J'ai donc conclu un contrat de législature avec le Parlement européen, et donc j'ai d'abord expliqué devant le Parlement européen qui sont les élus de l'Europe, les priorités qui seraient les miennes, tout comme votre comité. J'avais choisi de dire pendant la campagne électorale et lors de la présentation de mon programme que l'Europe devrait cesser d'interférer dans toutes les choses de la vie, qu'il ne faudrait plus que nous considérions que tout problème qui existe en Europe serait automatiquement, parce qu'il existe, un problème pour l'Union européenne et pour la Commission. J'avais dit, dans un franglais approximatif, that we have to be big on big things, et que nous devons être modestes et moins ambitieux sur les petites choses qui sont nombreuses en Europe et qui cachent le regard direct sur les enjeux essentiels de l'action publique européenne. J'ai noté avec plaisir que vos délibérations, en fait, gravitent autour de la même dimension essentielle, qu'il ne faut pas tout faire, mais qu'il faut se concentrer sur les grandes affaires de l'Europe, et qu'en se concentrant sur les grandes affaires de l'Europe, qu'il faudra apporter tous les grands et les petits soins à la maîtrise des grands problèmes en Europe. Il y a donc là, je veux le souligner ici, une assez large intersection entre votre comité, que j'apprécie pour la qualité de ses avis, et la Commission. Je dis que j'apprécie le comité pour la qualité de ses avis, et je le dis après une déjà longue vie politique européenne. Je le disais à mon ami le président, souvent, mais ne répétez pas aux autres, je lisais d'abord les avis du comité économique et social avant de lire les directives, à l'adoption desquelles, d'ailleurs, j'avais souvent assisté. Parce que les rapports, les avis du comité sont d'une intelligence pédagogique dont ne font pas preuve les autres institutions européennes. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se plaçant en fait dans la même mouvance. Donc, continuer à faire de bons rapports et à faire de bons avis, ça peut éclairer l'esprit des auteurs des directives. Lorsque nous avons présenté notre programme de travail, le vice-président Timmermans, que j'ai nommé premier vice-président alors que la fonction n'existe pas dans les traités, j'espère que personne ne va me traîner devant la Cour de justice pour avoir fait ça, et que j'ai chargé des relations interinstitutionnelles et de la better regulation, comme on dit en franglais. Lorsque nous avons préparé notre programme de travail, nous avons tenu compte de ce principe directeur qu'il faut être ambitieux sur les grands trucs, sur les grandes affaires et moins ambitieux sur les autres. Ce qui a fait que nous avons passé en revue 542 initiatives et directives de la Commission pour voir quelles directives, quelles initiatives on va garder et poursuivre et quels sont les textes qu'on va abandonner ou changer. Nous sommes arrivés au résultat qu'il
il faudrait que nous retirions 83 propositions de directives des ordres de jour des co-législateurs, et nous avons lancé 23 nouvelles initiatives, pas plus, tenant compte du principe directeur que j'ai mentionné devant vous, alors que les commissions précédentes lançaient en moyenne par année 130 nouvelles initiatives. Je ne les critique pas pour autant parce qu'il faut toujours replacer l'action d'une commission dans le contexte du moment. Lorsqu'il s'agissait de mettre en place et de peaufiner, alors que le travail n'est pas entièrement accompli, le marché intérieur, il est évident qu'il fallait plus de textes qu'il n'en faut aujourd'hui. Mais donc nous nous sommes limités à présenter 23 nouveaux textes. Ah, il est facile de dire que l'Europe doit être grande sur les grands dossiers et petite et d'une grande retenue et d'une grande timidité sur les dossiers moins importants. Tout le monde applaudit lorsqu'on dit ça. Mais lorsqu'il faut faire le choix entre les textes qui doivent rester sur la table du Conseil du Parlement et les textes qu'on va retirer, le débat dont on aurait pu penser qu'il aurait été mené à bon port ne fait que commencer. Et vous avez vu, vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, qu'il y avait un lourd débat au Parlement européen sur le choix des instruments à oublier, des instruments à relancer, des instruments à revoir et des instruments à prendre en ligne de mire pour construire l'Europe de demain. À tel point que le Parlement européen, contrairement à votre comité, qui fait du travail sérieux, ce qui ne veut pas dire que le Parlement européen n'en ferait pas, je suis directement en relation avec les citoyens européens. C'était les citoyens numéro 1 parce que c'était ma femme. Les nouvelles technologies, c'est pas facile. Hein. Passer du général au silencieux, ça demande un moment. J'étais où? Tu n'écoutes pas. Il n'écoute pas, le président. Hein. Tu m'as perturbé. Alors, enfin, le Parlement européen, lui, n'était pas à même d'adopter une résolution sur le programme de travail de la Commission, alors que le Conseil des ministres nous a accompagnés, tout comme votre comité, déjà en novembre 2014, s'était penché sur le possible programme de travail de la Commission européenne. Et donc, nous avons étudié, et c'est vrai, ce que vous avez dit à l'époque. Alors, les grandes priorités de la Commission, dont on dit toujours qu'elle est nouvelle, je me demande jusqu'à quel mois ce caractère novateur de la Commission tiendra la route. Jusqu'au dernier jour, oui. Alors, on commencera en 2019. Les grandes priorités, c'est d'abord l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Je voulais vous dire que j'étais chargé de présider une réunion des 4 présidents Eurogroupe, Banque centrale, président du Conseil européen, M. Tusk, avec lequel je m'entends très bien et avec lequel je travaille en bonne intelligence, et moi-même, de présenter un rapport sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Nous vivons dans une union monétaire qui n'est pas parfaite, qui n'est pas optimale, où la coordination des politiques économiques est largement en souffrance, où les politiques sociales ne sont pas sur le radar de ceux qui décident au niveau de l'union monétaire. Donc il faudra approfondir tout cela, y compris en ce qui concerne la représentation extérieure de la zone sur un plan mondial. Moi, je me suis juré qu'il faudra que cette commission donne le dernier coup de pouce à l'accomplissement et à l'achèvement du marché intérieur. Le marché intérieur n'est pas complet en dépit de nombreux efforts vertueux et solides qui ont été consacrés à la construction du marché intérieur, mais il reste beaucoup de choses à faire. Si nous devions réussir à compléter le marché intérieur, nous apporterions à l'économie de la zone de l'Union européenne une plus-value de 200 milliards sur 5 années. Et donc, il faudra que nous nous attelions à cette tâche qui est importante. La même remarque s'applique lorsque nous évoquons l'Europe numérique, l'Europe digitale.
Là, l'Europe n'existe pas. Nous sommes en train, nous sommes en retard, nous sommes provinciaux, nous sommes dans des raisonnements de petits États. Moi, je connais bien les petits États, donc j'hésite beaucoup à employer cette formule. Wenn ich nicht Luxemburger wäre, würde ich vor Kleinstaaterei warnen. Mais nous sommes prisonniers de nos ensembles nationaux. Nous avons des géoblocages en matière d'Europe numérique qui sont très, très nombreux. Nous avons en Europe, je ne sais pas combien d'opérateurs, plusieurs centaines. Nous avons des régulateurs par pays, alors que la Chine et que les États-Unis ont 2 ou 3 opérateurs et un régulateur national, alors que nous sommes là, fixés, les yeux rivés sur ce qui reste de nos souverainetés nationales. Les souverainetés nationales, si elles sont employées d'une mauvaise façon, bloquent les progrès qui sont nécessaires. L'Europe numérique, c'est 250 milliards de valeur ajoutée sur 2 années et 2 millions d'emplois. Donc il faudra faire l'Europe du marché unique, il faudra réaliser l'Europe numérique, ce à quoi nous ne cessons de travailler au niveau de la Commission, et nous annoncerons nos conclusions sous forme de textes législatifs au cours du premier semestre de l'année en cours. Parlons de l'Europe numérique, parlons de la nécessité de compléter le marché intérieur. J'en viens à la conclusion qu'il faudra que nous disions la même chose au sujet de l'Union de l'énergie, où là encore l'Europe est divisée en parties régionalement distinctes, où nos réseaux d'interconnectivité ne fonctionnent pas d'une façon optimale s'ils existent, et donc l'Union de l'énergie sera une des grandes affaires de cette commission, et la commission adoptera les conclusions en matière d'Union de l'énergie lors de sa réunion de la semaine prochaine. J'avais dit qu'il faudrait que nous trouvions avec les États-Unis en matière de commerce intercontinental un bon accord. Nous y travaillons sur le TTIP, qui est une grande chance pour l'Europe, puisque nous mettons ensemble les 2 grands ensembles économiques de la planète au bénéfice mutuel, étant entendu que nous ne pourrons pas faire des concessions sur les vertus cardinales de l'Europe. Moi, je ne verserai jamais dans la démagogie en évoquant le TTIP, mais je ne verserai pas dans la simplicité en disant qu'il faudra signer tous les textes qui nous seront soumis. Tel ne sera pas le cas, et donc nous veillerons au grain sur ce point. Le Collège des commissaires a adopté aujourd'hui un texte, un livre vert sur le marché européen des capitaux, Capital Market Union, qui est très important, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas un truc seulement pour les grandes entités capitalistiques et capitalistes, c'est aussi une offre d'amélioration de la situation aux petites et moyennes entreprises, donc ce sera fait. En ce qui concerne l'agenda 2020, la Commission a procédé à une consultation large que nous allons évaluer au cours des semaines à venir, et nous allons proposer des initiatives à l'ensemble des acteurs été, automne 2015, et nous voudrions pouvoir en discuter avec votre comité. Nous avons lancé quelques semaines après notre arrivée au pouvoir, j'aime bien cette expression, ce qui ne veut strictement rien dire, c'est pourquoi je l'emploie, adopter un paquet d'investissements qui porte sur 315 milliards. Je ne vais pas vous faire l'injure de présenter cet ensemble d'idées et d'initiatives à votre attention, puisque vous connaissez cela au bout des doigts, mais c'est un sujet important, difficile à mettre en œuvre, mais important. Moi, j'ai voulu, mes commissaires avec moi, excusez-moi de l'emploi excessif du prénom possessif, mes commissaires et moi, nous avons choisi de rétablir l'ordre des choses et de réinsérer dans le dispositif d'ensemble cette dimension qui nous manquait,
Moi, je suis un chaud partisan de ce triangle vertueux entre consolidation budgétaire, réforme structurelle et politique orientée résolument vers la croissance et vers l'emploi par le biais de l'investissement. La consolidation budgétaire reste essentielle. Il y a ceux qui aujourd'hui nous expliquent que tout cela relève d'une mauvaise inspiration. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas construire l'avenir de l'Europe sur la dette et sur les déficits. Mais il faut, lorsqu'on applique les règles, le faire avec intelligence, ce que nous avons essayé de traduire dans la communication que la Commission a publiée sur la flexibilité appliquée à l'intérieur de l'application plus large du pacte de stabilité. L'Europe est en panne d'investissement. Le niveau des investissements en Europe est de 20% inférieur à ce qu'il fut en 2007. Dans certains pays, le recul en termes d'investissement public et privé dépasse les 50%. Donc, il y a une urgence absolue de relancer l'investissement en Europe, ce que nous avons essayé de faire sans faire plus de dettes, sans faire plus de déficit, mais en utilisant d'une façon intelligente les moyens disponibles dans le budget européen, ce qui conduit évidemment les observateurs qui ne lisent pas les textes à dire que tout cela est médiocre, peu ambitieux, que ce projet ne volera jamais, alors que l'architecture financière est hautement intelligente. Je le dis parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais faire usage de fonds publics européens pour attiser la volonté du capital privé qui vole quelque part et qui n'atterrit pas en termes d'investissement est une approche que je trouve toujours attrayante. Je voudrais seulement que les États membres, eux, contribuent par des contributions bilatérales au succès de ce plan d'investissement, ce que le gouvernement allemand a annoncé via la Kreditanstalt für Wiederaufbau et d'autres gouvernements qui, pour le reste, critiquent le caractère trop modeste, trop peu ambitieux du plan, n'ont pas fait jusqu'à présent, donc ils sont amicalement invités à le faire. La force de frappe du plan d'investissement augmentera dans la mesure où les États membres contribueront par des contributions bilatérales au capital ou au programme de cet investissement consacré aux investissements stratégiques de l'Europe. Investissement stratégique veut dire qu'ils doivent augmenter le potentiel de croissance de l'Europe. Le potentiel de croissance de l'Europe est strictement insuffisant pour faire face à la pérennité de nos systèmes de financement, de nos régimes de sécurité sociale. Mais indépendamment de cela, nous avons perdu en termes de potentiel économique beaucoup de force à nous comparer avec d'autres ensembles de la triade économique et par conséquent, il faudra que nous y apportions le plus rapidement possible remède adéquat. Le choix des investissements, c'est une question qu'on pose souvent, ne sera pas fait par la Commission et par les commissaires. J'ai tranché cette question en faveur de la Banque européenne d'investissement. Si les commissaires, qui sont tous compétents et au moins concernés, devaient faire eux-mêmes le choix des investissements, nous serons sous pression permanente des gouvernements, des parlements nationaux, des parlements régionaux, au lieu de choisir des investissements stratégiques augmentant le potentiel économique de l'Europe, porteurs d'avenir, riches et fertiles en emploi, nous devrions construire un canal de A vers Z parce qu'un département, une région, un land, une province voudrait que nous le fassions. Alors, c'est la Banque européenne d'investissement, en dépolitisant la démarche, qui va faire le choix via un comité indépendant des investissements respectifs à retenir. L'Europe sociale est en perte de vitesse si jamais elle avait de la vitesse. Moi, j'ai été ministre du Travail pendant 17 ans, et chez nous et en Europe, avec quelques amis que je retrouve avec plaisir ici, comme représentant du patronat allemand, alors que lorsque j'étais avec Peter, il plaidait surtout la cause des salariés, mais enfin, la maturité venant, on change parfois de conviction et d'avis, mais nous avons travaillé ensemble. J'ai toujours considéré que l'Europe sociale n'a jamais pris l'envol qu'elle aurait dû. Il y a des choses qui ont été faites. Il n'est pas vrai qu'il n'y aurait pas eu de textes
y compris en matière de droit du travail, en matière de dimension sociale. Mais bref, la politique sociale était toujours traitée comme l'enfant pauvre de la politique européenne, y compris en matière d'union économique et monétaire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de nommer à la vice-présidence de la Commission l'ancien Premier ministre letton en le chargeant de l'euro et du dialogue social, parce que, comme disait Pascal, j'aime les choses qui vont ensemble, et la construction monétaire et la préoccupation sociale, à mes yeux, vont ensemble. Je voulais te dire, Président, en ce qui concerne l'accord interinstitutionnel sur la better regulation, la Commission va faire des propositions au cours des mois à venir, et nous voudrions, et le vice-président Timmermans sera votre invité lors de votre réunion de mars, je voudrais pouvoir travailler le plus intensément possible avec votre commissaire. Tu m'as écrit une lettre le 4 décembre 2014 sur l'Assessment Board et le New Regulatory Scrutiny Board, c'est ainsi que ça se dit en français. Là, sur base de vos propositions de votre réunion du bureau du 20 janvier 2015, nous allons essayer de coopérer de la meilleure façon possible. Also der lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte gerne, ohne dass ich gezwungen bin, jetzt jede Woche hier aufzutauchen, dass wir so intensiv wie möglich in den nächsten Jahren zusammenarbeiten. Ich bin seit ewiger Zeit schon der Auffassung, dass Sozialpartnerschaft in Europa eine sehr wichtige Rolle spielt, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene. Ich würde auch gerne den Sozialdialog auf europäischer Ebene, aber Philippe de Buc ist jetzt nicht mehr da, also wird das jetzt was werden, wieder ankurbeln. Das ist wichtig. Ich würde da gerne an die Delors-Tradition anknüpfen. Val Duchesse, Sozialdialog, das sind wichtige Dinge. Und hier ist eigentlich das Parlament der Sozialpartnerschaft. Und deshalb möchte ich mich von Zeit zu Zeit mit Ihnen darüber unterhalten dürfen und wollen. These are the things I wanted to tell you, not by describing in detail the program of the now Commission, but by giving some indications on our basic philosophy, on the broad lines and broad guidelines of what we intend to do, and it will be my pleasure to be re-invited here. Thank you for listening. Bedankt. Merci beaucoup, cher président Jean-Claude Juncker. Donc ici, nous avons la tradition de donner la parole à nos collègues des trois groupes, avec un temps réparti de manière tout à fait équilibrée entre les trois groupes, de façon à ce que chacun se sente concerné et impliqué. Et ensuite, grand merci de prendre quelques minutes pour répondre. Donc, le premier collègue à qui je passe la parole est Georgios Dassis, qui est le président du groupe des travailleurs et qui est ici là. Georgios, je te passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président Juncker, tout d'abord, je tiens à réitérer les félicitations que je vous ai adressées lors de votre désignation en tant que président de la Commission européenne. Vous dire ensuite l'immense plaisir que j'ai à vous écouter, et ce n'est pas la première fois. Je suis un témoin parmi d'autres qui peuvent témoigner sur l'intérêt que vous avez montré aux travaux du Comité économique et social européen, mais aussi l'intérêt que vous avez montré à écouter les partenaires sociaux et notamment les organisations syndicales. Et j'espère, après votre discours, ce n'est pas une question d'espérance, c'est presque une assurance que vous allez continuer en ce sens. Ensuite, je tiens à vous dire que le groupe des travailleurs vous a soutenu, non seulement parce que c'est vous, mais parce que nous tenions absolument que les décideurs au plus haut niveau ne décident pas seuls, mais qu'ils respectent la volonté exprimée par les électeurs européens qui vous ont désigné en tant que président de la Commission européenne. Nous avons été heureux de constater que les chefs d'État et de gouvernement ont dit plier à cette volonté. Et puis,
Je ne vous ai pas entendu, Monsieur le Président. Cher ami, je disais, cela avait pris du temps. Nous sommes témoins, nous étions là d'ailleurs pour gueuler, je peux le dire. Ensuite, Monsieur le Président Juncker, la Commission précédente a souvent parlé de mieux légiférer. Mais nous avons souvent constaté que dans le chef de certains décideurs, mieux légiférer signifiait mal légiférer ou pas du tout légiférer. J'ai été emmené à dire à certains commissaires que le rôle de la Commission, un rôle qui est confié par le traité, est de proposer la législation européenne et puis de constituer la sauvegarde, la garantie de l'application de cette législation. Donc vous êtes légitimé 2 fois au carré pour proposer de la législation européenne. Et je répète, je suis quasi certain que vous le ferez. Enfin, le temps ne me permet pas de m'étendre, mais je tiens quand même à vous dire ceci. Pendant les 10 années qui ont précédé, et notamment depuis le déclenchement de la dernière crise, on a constaté que la Commission européenne a participé à l'imposition des politiques d'austérité qui ont appauvri des millions et des millions de citoyens. En plus, les représentants de la Commission européenne qui participaient à la Troïka imposaient au gouvernement de ne pas respecter les processus de négociation collective, donc de ne pas respecter les conventions internationales du travail qui ont été ratifiées par pratiquement tous les pays membres de l'Union. Lorsque j'ai interrogé M. Barroso quand il était à votre place là, il m'a répondu « Monsieur Dassis, la Commission n'a jamais dit une telle chose ». Et alors je lui avais dit « Il faut rappeler à l'ordre votre représentant dans la Troïka ». Monsieur le Président de la Commission, j'ose espérer que vous, en tant que Président de la Commission européenne, vous allez changer le cap et vous allez tenter de faire de cette Europe un peu une Europe sociale et que vous allez faire en sorte de dire aux chefs d'État et de gouvernement qu'ils doivent entendre la voix des peuples de l'Europe et pas agir comme ils étaient seuls. Lundi dernier, on a une preuve de cela et je tiens à vous féliciter de la proposition que vous avez faite en vue d'arriver à un accord avec la Grèce. J'espère que vous allez insister sur cette voie et je vous remercie par avance. Merci. Merci Georges. Je passe maintenant la parole à Lucas Jaillet, qui est le président du groupe 3 des activités diverses. Lucas, qui est ici. Italien. Merci, je parlerai italien, Monsieur le Président. Buongiorno. Grazie per la sua presenza e le sue parole, grazie anche per il suo riconoscimento al lavoro del Comitato. Per me è un grande piacere risentirla, anche ricordando qualche anno fa in una riunione con alcuni amici a Lussemburgo, tra i quali Michel Candesus e Thomas Janssen, fummo ricevuti nel suo ufficio per oltre un'ora per un dialogo sull'Europa e ricordo l'apertura delle sue parole e delle sue prospettive. La settimana scorsa, Presidente, sono stato a Ypres con tutti i membri del gruppo terzo per commemorare i milioni di morti della Prima Guerra Mondiale e così constatare ancora quanto sia stato finora rilevante il progetto europeo per assicurare riconciliazione, pace e progresso al nostro continente. In questi giorni in cui i venti di guerra soffiano potenti all'est e al sud dell'Europa, il terrorismo colpisce al cuore dell'Europa e i suoi confini e nuove tensioni mettono ancora a rischio la tenuta dell'Eurozona, come ha detto lei, l'urgenza di un vero progetto europeo è cruciale, forse l'ultima chance. Ma abbiamo bisogno di un progetto europeo che sia ambizioso, volto alla crescita, forte al suo esterno, ma anche capace di farsi carico al suo interno della coesione sociale e territoriale. Per questo io saluto con favore l'orizzonte del suo programma e le formulo il nostro convinto sostegno per la visione, la strategia e la struttura del programma 2015 della Commissione. È stato detto che lei sta di fatto disegnando una nuova Unione, senza toccare i trattati, concentrando l'azione su più precisi assi strategici, ma anche rivoluzionando la forma di governo e del processo legislativo dell'Unione.
Ebbene, io le faccio gli auguri che sono convinto che questa azione sia decisiva. Io mi auguro fortemente che tra le priorità operative emerga sin dai prossimi giorni anche un'azione decisiva a favore delle piccole e medie imprese, che sono il nerbo dell'economia europea. Dopo anni di molte parole, anche sentite in questo quadro europeo, sarebbe ora di qualche fatto concreto e urgente. Mi consenta tuttavia di rilevare almeno una assenza preoccupante nelle priorità del suo programma, e che concerne il rafforzamento degli investimenti sociali, l'innovazione sociale, l'economia e l'impresa sociale. Insomma, la gamba della dimensione sociale dell'Unione Europea, che è quel volto di un'Europa che si fa carico e che protegge, come ben dicevano le conclusioni del Consiglio Europeo del giugno 2014, nel fissare gli orientamenti della legislatura che si apriva in quel periodo. Il vuoto su questo punto, signor Presidente, anche nei documenti da lei presentati ancora venerdì scorso al Consiglio, è un po' troppo evidente. Certo, ha nominato un vicepresidente, questo è un grande segnale per il dialogo sociale, ma le politiche sociali, così come definite nei trattati, sono un po' di più e un po' oltre il solo dialogo sociale. Io mi auguro fortemente qualche correzione di rilievo su questo punto nelle prossime settimane, sin dalle proposte di revisione e rilancio della strategia Europa 2020. Signor Presidente, concludo. Il CESE e il mio gruppo sono qui per rafforzare la cooperazione con lei e con la Commissione europea, per essere in particolare i vostri occhi e i vostri orecchi sul terreno attraverso le organizzazioni sociali, economiche e della società civile. Io so che il tema del dialogo con i cittadini e con la società civile le è caro e non da oggi. Troviamo il modo operativo per rafforzare insieme, che è lo specifico di questa Casa, questa dimensione della sussidiarietà orizzontale, che è la struttura, una struttura portante della democrazia in Europa che vogliamo rilanciare. Grazie Presidente. Grazie. Merci Luca. Je passe maintenant la parole à Jacek Krawczyk, qui est le président du groupe des employeurs. Jacek, proszę bardzo. Thank you very much, Mr. President. It's a real pleasure having you here and listening to your speech. We are pleased with what we have heard, but allow me now taking some time to go through Employers Group agenda, because I believe it's quite relevant to what your Commission is already doing and planning to go further. I believe that employers, and especially Employers Group here in the committee, we know quite well, we have a strong vision what needs to be done. But in the first place, what employers do need is the recognition for their right to undertake economic activity. It has to be fully recognized and fully endorsed, also in political terms in the European Union. To run enterprise, to run business is a privilege, is a responsibility, but it's something good for the society because it provides wealth, provides stability, provides growth and jobs. If we set up this level playing field, I think it will be much easier to go forward. You can always count on our support when it comes to the measures that will promote this approach, and I mean here better regulation, I mean here energy, I mean here trade, and first of all, competitiveness, investments and growth. We welcome your commitment and commitment of your Commission to increase European competitiveness. We have talked too much about Europe being competitive, and we have lost too much competitiveness in many, many years, last years. I think competitiveness for European economy means jobs. If we are not competitive, there will be no more jobs, no matter how much money public administration will spend on this. Single market, a big opportunity, so far not fully realized. We need to implement regulations that we have already accepted many, many years ago. Examples, Services Directive, regulations on single transportation area. There are many others where we do have regulation in place, but we have not followed with proper implementation. It's also the way that EU is losing credibility, not to mention financial and business losses that it creates. Digital single market, you mentioned that as well, Mr. President, huge opportunity.
the new industrial revolution that we are seeing right now around us in the world. Europe must become a part of this industrial revolution. We have to make sure, as you rightly pointed out, that we take a European perspective on that, and we take European position instead of having a very diversified and quite often not efficient member state approach. Commission investment plan, very important. We believe that only effective, well-targeted and efficient projects should be invested. And your declaration here is of high importance. But it's not a silver bullet. It has to be an additional instrument to the member state structural reforms that we still need. You said something very, very important in your speech. Without responsible macroeconomic policy by the member states and by the Union, there will be no sustainable recovery. We need those responsible policies to introduce effective pro-growth programs as well. There will be no reindustrialization of Europe if we don't provide enough cheap and reliable energy sources, if we don't provide enough incentive for innovations, if we don't provide enough flexible labor markets and skilled workforce. All of this has to go together. EMU, we are very pleased with a recent preparatory note on better economic governance in the euro area, which you have been one of the co-authors. It is indeed the case that if one fails in the Eurozone, the other can have serious problems. But it's true for the whole European Union. It's not only true for the EMU. Better regulation. Congratulations. But better regulation means also deregulation. And we believe that if you have so many thousands of regulations in the EU, that's the perfect way to discourage entrepreneurship. That's a perfect way to make doing business almost impossible. So congratulations, and we keep the promise as it was made. And we will have more to say about that when your first Vice President will come to our meeting next time in March. Energy policy, very briefly. Energy union, safe, diversified sources of supply and much better pricing for the energy is vital for our competitiveness. Without this, there will be no coming back to sustainable, competitive European industry whatsoever. Also, climate goals, which we support as an employers group, we have to take a very well-structured global view and give full support to the Paris 2015 upcoming summit. Last but not least, trade. Our group particularly has given a high priority to the international trade, namely TTIP in the first place. TTIP is a very important trade negotiations, but also can be a very important game changer in the world. It's a chance for Europe to keep its leadership in next decades to come. Our committee has given support to those negotiations, and we are working now consistently on other elements of this possible agreement. The same for CETA, the same for Japan. We believe that international trade can be a strong leverage, and as has been confirmed at the business summit that our group organized with our partners, Business Europe, Eurocommerce, EUAPME, Eurochambre, and others, we gave a full support to the TTIP. Finally, Mr. President, it's a time for visionary leadership, and we are very proud to be an effort that you are making, and we will give you full support as well for what you have already said today as well. We believe also that what is beneficial for employers is beneficial for Europe, is beneficial for European citizens. It is the business, it is the companies that will create jobs. But, Mr. President, let us do it. Give us sufficient freedom and space to operate. Thank you very much. Merci Jacek. Encore 3 collègues qui vont intervenir. Je passe d'abord la parole à Lutz Riebe, groupe des activités diverses. Au fond, Allemagne, Deutsch. Bitte, Lutz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben im Ausschuss eine Beobachtungsstelle für nachhaltige Entwicklung, Herr Juncker. Wir haben eine Beobachtungsstelle für nachhaltige Entwicklung und wir beobachten mit großem
Bedauern und Sorge, dass die Nachhaltigkeitsstrategie der EU, die Sie ja 2001 mal mit auf den Weg gebracht haben, damals in Göteborg, in der praktischen Politik leider kaum noch eine Rolle spielt. Ihr Vorgänger Barroso hat uns das auch mal klipp und klar gesagt. Er hat gesagt, für mich gilt noch Europa 2020 mit guten Zielen, Wettbewerbsfähigkeit, Ressourceneffizienz, Klimaschutz, aber auch da sind wir ja weit entfernt. Und das ist eine große Sorge. Wir wollten gerne mit Ihnen intensiver ins Gespräch kommen über die Verbindung von Wirtschaft, Umwelt und Soziales. In Ihrem Arbeitsprogramm liest man wenig. Das Wort Umwelt ist heute auch leider nicht gefallen. Und ich möchte das am Beispiel Naturschutz mal deutlich machen, Biodiversität. Da sind ja 2 Richtlinien auf Ihrer Streichliste. Und die stehen nicht auf der Streichliste oder Prüfungsliste, weil es so schlecht bestellt ist um die Biodiversität, sondern weil sie eben scheinbar nicht zu Wachstum beitragen. Und unsere große Sorge, und das ist auch der Auftrag, den ich von meiner Gruppe habe, ist Ihnen noch mal zu sagen, wir haben Errungenschaften im Bereich des Umwelt- und Verbraucherschutzes. Diese Errungenschaften sind Teil unserer europäischen Identität. Sie sind keine Wachstumsbremse. Und lassen Sie nicht das Gefühl aufkommen draußen, dass jetzt in den Krisenzeiten diese Errungenschaften ein Stück weit geopfert werden. Danke, Lutz. Je passe maintenant la parole à Raymond Henks. Raymond. Moyen, Monsieur le Président. Depuis toujours, vous vous portez fort pour les plus faibles de la société. Je m'attendais donc à retrouver cet engagement parmi les 10 priorités de votre programme de travail, mais j'ai dû constater que la lutte contre la pauvreté n'y figure pas. Je sais bien que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est une des grandes préoccupations de la Commission, qu'elle figure parmi les 5 priorités de la stratégie 2020 et que la Commission vient de présenter une communication pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable après 2015. Et que la lutte contre le chômage, dont vous vous faites l'interprète, et il faut vous en féliciter, est un premier pas dans la bonne direction pour lutter contre le chômage en Europe. Mais la situation se dégrade d'année en année. La Commission vient de proposer 4 indicateurs clés supplémentaires pour mesurer la pauvreté, mais en fait, on continue à ne mesurer que les inégalités et non la pauvreté. Par contre, la Commission est en train de réfléchir sur un budget de référence qui regrouperait dans un panier par État membre tous les besoins fondamentaux convertis en monnaie nationale pour déterminer le minimum de revenus nécessaires pour assurer une vie décente et socialement inclusive. C'est là, je crois, une piste qu'il faut promouvoir. Évidemment, la définition d'un standard de vie minimum acceptable, ce n'est qu'un premier pas. Si on sait ce dont on doit disposer pour mener une vie décente, il faudra encore trouver les moyens pour venir en aide à ceux qui ne disposent pas de ce minimum. Dans sa contribution au programme de travail de la Commission, notre comité a proposé, je cite, d'explorer la possibilité d'octroyer un revenu minimal approprié aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, dont le montant devrait être fonction des réalités nationales. Si on veut que les citoyens regagnent confiance dans l'Union européenne, je suis d'avis que la lutte contre la pauvreté doit être officiellement une des priorités de votre programme de travail. Ce serait un signe très fort de la part de la Commission pour ce que vous appelez tantôt une grande affaire de l'Europe. Vielmals merci, Herr Präsident, dass ihr so eifrig nur gelauscht habt. Merci Raymond. Et dernier intervenant, je passe la parole à notre collègue Jorge Pegadolis. Em português, Presidente, em português. Sr. Presidente Juncker, foi com esperança que assistimos à sua eleição que pôs termo à década Barroso e com expectativa que lemos o novo programa da Comissão para um novo começo e o ouvimos agora. No entanto, constatamos com preocupação a total ausência de uma referência sequer a uma política dos consumidores, que não querem apenas poder ter mais escolhas, mas escolhas de qualidade e com segurança. Ganhar a confiança dos consumidores é essencial para garantir um crescimento sustentável e mais emprego pelo efeito induzido da procura. Mas o programa nada diz sobre a proteção dos consumidores.
nada diz sobre a proposta de proteção de dados e da vida privada quando se aguarda há anos a sua publicação. Não diz o que vai acontecer à proposta de regulamento sobre a lei dos contratos, que os consumidores generalizadamente rejeitaram, e sobrevaloriza, de modo que julgamos excessivo, o refit, que os consumidores especialmente desconfiam que se trata apenas de menos legislação e não de melhor legislação. Senhor Presidente, diga-nos que os consumidores ainda têm a razão para ter esperança. Muito obrigado. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, Mesdames, Messieurs, vos débats ressemblent à ceux des autres. Et donc, je ne suis guère surpris. Je dirais à Georgios que, évidemment, alors que je sens que nous sommes d'accord sur le fond des choses, le fait que la Commission veuille mieux légiférer, comme d'ailleurs les commissions précédentes, ne veut pas dire que nous allons délégiférer, que nous allons déréguler. Moi, je ne suis pas l'homme de la déréglementation parce que je vois le désastre qui parfois est la conséquence directe des politiques déréglementatrices irréfléchies. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on n'oublie pas les vertus de la politique contractuelle. Qu'on n'oublie pas que, certes, les conventions collectives ont leurs exigences qui s'imposent et aux organisations syndicales et aux entreprises, mais qu'elles recèlent aussi d'énormes potentialités, ne fût-ce que celle de la paix sociale, qui est tout de même un des apports majeurs du modèle social européen s'il est appliqué avec sagesse, ce qu'il n'est pas toujours. Comme j'ai été ministre du Travail pendant de trop longues années, comme diraient mes amis syndicalistes qui sont dans la salle, je reste très attaché au système de conventionnement de l'ILO et du BIT. Donc, ce sont là encore des exigences minimales et je ne crois pas que le modèle européen renferme en lui-même la nécessité de corriger vers le bas les normes établies par le Bureau international du travail et par l'ILO, et donc j'y reste très attaché. Vous me parlez de politique d'austérité et de la Troïka, et je porte sur l'ensemble des considérations auxquelles vous faites allusion un regard nuancé. N'est pas une politique d'austérité, toute politique qui est décrite comme telle. N'est pas une politique de rigueur, une politique qui est décrite comme telle, parce que très souvent les politiques de rigueur versent dans une austérité excessive. Nous l'avons vu dans les pays dits de programme, c'est une expression que je n'aime pas du tout, parce que c'est des pays comme les autres, sauf qu'ils ont plus de problèmes que les autres, et nous sommes en train de revoir un certain nombre de choses. Pendant la campagne électorale, même avant la campagne électorale, et en m'adressant au Parlement européen et au Conseil européen, j'ai critiqué la Troïka. Non pas parce que je voulais à tout prix critiquer la composition de la Troïka, parce que je tiens beaucoup à ce que le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission soient présents dans cette structure, mais parce que je conteste son mode de fonctionnement. La Troïka est peu démocratique, manque de légitimité démocratique, et donc il faudra, le jour venu, revoir tout cela. Nous discutons beaucoup de la Grèce. Je ne dirai pas un seul mot sur la Grèce aujourd'hui pour le reste, parce que je suis en pourparlers, pour ne pas dire en négociation. Nous avons beaucoup parlé de la Grèce en commission, pendant des heures. Et je découvre que dans la commission précédente, on n'en parlait pas du tout. Parce qu'on s'est fié aveuglément au constat de la Troïka, à laquelle participe la commission, et je suis en train de revoir le niveau de participation. J'ai discuté avec beaucoup d'interlocuteurs qui avaient affaire avec la Troïka,
dont je ne sous-estime pas les mérites parce qu'ils sont nombreux, mais enfin, il y a aussi des erreurs de parcours et des fautes de pilotage, qui me disaient toujours qu'ils étaient confrontés non pas à des hommes politiques, mais à des hauts fonctionnaires. Moi, je ne critique pas les hauts fonctionnaires, mais on ne met pas en face d'un Premier ministre, d'un ministre des Finances et d'un ministre chef négociateur d'un pays des hauts fonctionnaires, que je respecte, mais ce n'est pas leur niveau, qu'on mette en face des commissaires et des ministres qui relèvent de l'autorité du président de l'Eurogroupe. On a péché contre la dignité des peuples, notamment en Grèce et au Portugal et très souvent en Irlande. Moi, j'ai des présidents de l'Eurogroupe dont j'ai l'air con, en fait, de dire cela, mais il faut tirer les leçons de l'histoire qui fut et il faut se mettre d'accord sur la nécessité qu'il y a de ne plus répéter les mêmes erreurs. Cela n'enlève rien à la nécessité qu'il y a de consolider à court, moyen et long terme nos finances publiques, parce que nous ne pouvons pas vivre aux dépens des générations à venir. Cela n'enlève pas de notre champ d'action la nécessité d'entreprendre des réformes structurelles qui augmentent le potentiel de croissance de l'Europe, mais tout ce qui s'appelle réforme structurelle ne mérite pas cette désignation. On parle de réforme structurelle pour dire tout et n'importe quoi. Il faut se mettre d'accord sur la nature exacte des réformes structurelles. Et vous me dites, Georgios, que oui, les peuples d'Europe nous parlent. Le problème, c'est que les peuples d'Europe nous parlent, oui, mais ils ne nous disent pas tous la même chose. Moi, je parle beaucoup aux Grecs parce que je me sens proche des Grecs parce qu'ils sont désastreusement malheureux. Mais si je parle des mêmes sujets aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, les peuples me disent autre chose. Si je parle en Slovaquie, à Chypre, à Malte, où les salaires sociaux minimaux, les SMIC, sont inférieurs aux salaires sociaux minimaux grecs, j'entends autre chose. Donc il faut écouter tous les peuples, sans distinction, et puis essayer, avec intelligence et cœur, de développer les bonnes politiques. Luca, que j'ai été heureux de retrouver après une trop longue absence, m'interroge sur un aspect particulier de ce qui pourrait être être la dimension sociale de l'Europe. Il m'interroge sur l'économie solidaire. Moi, je suis très attaché à ce concept, difficile à mettre en œuvre, et je voudrais, et cela figure dans les lettres de mission de certains commissaires, qu'on s'en occupe plus en avant. L'agenda 2020 dont tu as parlé est pour moi un sujet de grande préoccupation. Il est vrai, quelqu'un l'avait dit, que j'étais présent lors du Conseil de Lisbonne où était à FERA, lorsqu'en 2001 on a lancé toute cette affaire. J'étais président du Conseil européen en 2005 lorsqu'on a fait la première révision de l'agenda de Lisbonne et de la stratégie 2020, et j'avais beaucoup de mal, puisque cela ne figurait pas dans la première ébauche en 2000, d'insérer dans le champ de préoccupation des Européens tous les problèmes gravitant autour de la notion et de la réalité de pauvreté. La pauvreté a fait son entrée dans la stratégie 2020 seulement en 2005. Et donc, le fait que personnellement j'avais tenu à ce que la pauvreté soit retenue parmi les grands objectifs de l'agenda 2020 dénote à suffisance mon attachement à toutes les politiques qui doivent servir le but de réduire en Europe le nombre des pauvres qui est trop élevé pour un continent riche. Et donc, on ne peut pas, sans bouger des mains, assister à une précarisation de larges franges de la population en Europe. Mais c'est une politique qui est d'abord nationale. Je veillerai beaucoup à la bonne application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. La lutte contre la pauvreté est d'abord du ressort des gouvernements et des parlements nationaux avant de pouvoir gagner la sphère européenne. M. Kravčík a raison à insister sur la nécessité qu'il y a que lorsque des projets d'investissement sont choisis, qu'il s'agisse de projets viables, au rendement élevé.
Je voudrais que le plan d'investissement que j'ai proposé serve à lancer des investissements qui, sans ce plan d'investissement, ne se seraient pas faits. Il doit s'agir d'investissements supplémentaires. Il ne s'agit pas de remplacer des investissements financés par les budgets nationaux par des investissements financés par d'autres sources. Non, il doit s'agir d'investissements supplémentaires répondant à un certain nombre de garanties. L'Union de l'énergie est une des grandes affaires de la Commission. Il s'agit non seulement des prix de l'énergie, où il faut bien voir que l'industrie européenne accuse, en termes de compétitivité, des retards sur l'industrie nord-américaine qui, un jour, vont nous rendre la vie difficile. Nous voulons mettre un terme à la désindustrialisation de l'Europe. Nous voulons porter la part relative de l'industrie dans le PIB européen à 20%, mais si, en matière de prix de l'énergie, nous ne faisons pas attention au développement des prix comparatifs entre les autres ensembles économiques, nous irons droit dans le mur. Donc il faudra que nous nous occupions des prix de l'énergie. Ça passe par une meilleure concentration des réseaux en Europe. Et puis il y a la sécurité de l'approvisionnement. L'énergie, contrairement à ce qui fut le cas il y a 20 années, est devenue un enjeu stratégique majeur. Il n'y a pas de diplomatie moderne sans une dimension énergétique, ce qui fait tout le charme de nos négociations avec nos amis russes pour le moment. L'énergie est devenue une arme. Moi, je ne préconiserai jamais que l'Europe fasse de même, mais lorsqu'on nous attaque par l'angle de l'énergie, il faudra mettre en place non seulement une stratégie de défense, mais aussi une stratégie résolument orientée vers l'avenir. Oui, flexibilité du marché du travail. Je suis d'accord pour éliminer les rigidités excessives, mais je vous mets en garde contre cette idée simple qui voudrait qu'une déréglementation excessive, sans borne et sans gêne, fasse le bonheur des peuples et des entreprises. Cela n'aura pas lieu. La précarité ambiante dans nos systèmes de protection est déjà, à mes yeux, excessive. Il ne faut pas surajouter à cela. Et donc, oui à la flexibilité, mais non à la déréglementation excessive qui ne conduit à aucun résultat. D'ailleurs, les études internationales montrent que les pays qui ont une législation plutôt rigide en matière du travail, en termes d'augmentation du chômage pendant la crise, accusent de meilleurs résultats que les pays qui ont une législation du travail et notamment de licenciements très flexibles. Mais c'est un autre débat auquel je me soumettrai avec plaisir, tout comme je ne dirai pas non à une demande de débat sur le changement climatique, et en le disant, je réponds aussi à Lutz Ribe, parce que la Commission est très attachée à garder, sinon à augmenter, voire à amender le niveau d'ambition de l'Europe en vue de la conférence de Paris. Sie sagen, über Nachhaltigkeit wird nicht im Programm der Kommission geredet. Ich weiß ja nicht, welches Programm der Kommission Sie dauernd lesen, wenn Sie das dauernd lesen. Es gibt politische Leitlinien. Es gibt ein Arbeitsprogramm der Kommission. Und es gibt, das ist das wichtigste Dokument, Einlassungen des Präsidenten der Europäischen Kommission vor dem Europäischen Parlament. Man muss die Leitlinien des Präsidenten, das Arbeitsprogramm der Kommission und die nicht nur rhetorisch, sondern auch inhaltlichen Einlassungen des Kommissionspräsidenten vor dem Parlament im Gesamtzusammenhang betrachten, bevor man sich zu waghalsigen Bemerkungen versteigt, wie Sie das gemacht haben, dass wir da nicht auf der Höhe werden. Wir sind natürlich nicht so sehr auf der Höhe wie Sie, aber wir bemühen uns um Weiterkommen. Und für mich ist Biodiversität bewegt überhaupt nicht den Widerspruch zu Wachstum. Ich bin sehr allergisch eigentlich dagegen, dass man Politikbereiche sich feindselig gegeneinander gegenüber verhalten lässt. Es ist so, dass diese Prozesse
zusammengehören. Aber auch dort in Sachen Biodiversität sind vor allem die Nationalstaaten, die Regionen, die Kommunen gefordert, bevor die europäische Ebene gefordert ist. Und wenn wir Vorschläge zurückgezogen haben, dann hat das sehr oft damit zu tun, dass weder im Rat noch im Parlament noch zwischen Rat und Parlament die Aussicht besteht, dass man überhaupt zu einer Einigung kommen kann. Deshalb wurden einige Texte zurückgezogen. Ja, Rem, was soll ich dir sagen? Une fois de plus, je dois te dire la vérité. Oui. Sur l'aspect pauvreté, j'ai dit ce qu'il fallait dire, y compris en matière d'exclusion sociale. Je voudrais que la révision de l'agenda 2020 tienne compte des desiderata et des contraintes sociales qui sont aussi des chances de promotion du bien-être général. L'Eurostat va nous saisir au cours des semaines à venir avec son bilan sur l'application des politiques engendrées par l'agenda 2020, et puis la Commission fera ses propositions. Moi, j'ai plaidé pendant la campagne électorale et devant le Parlement européen pour la mise en place partout en Europe d'un revenu minimum d'insertion, d'un revenu minimum garanti, tout comme j'ai plaidé, la chose avance pour la mise en place de systèmes minimaux de salaire. Il est difficile pour la Commission d'imposer, puisque la matière relève de la compétence nationale, des revenus minimums d'insertion ou des revenus minimums garantis, comme on dit chez nous, mais nous gardons vivante cette perspective que je crois être essentielle au rétablissement de la justice sociale et de l'équité sociale en Europe. Oui, M. Pegadolis m'a parlé des consommateurs. Vous savez, il y a beaucoup de citoyens en Europe. Qu'on ne me dise pas que les uns sont consommateurs et que les autres ne sont pas. Hein. Ça n'est pas vrai. À chaque fois que je m'adresse à un public, les spécialistes compartimentaux m'interrogent sur leur segment de soucis. On ne peut tout de même pas, lorsque je me présente devant vous, parler de tous les problèmes. Écoutez, je n'ai pas parlé des sports. Je ne vais pas comparer les consommateurs aux sportifs, mais tous ceux qui font du sport sont aussi des consommateurs. Vous l'aurez remarqué, alors que tous les consommateurs ne sont pas des sportifs, mais ça c'est une autre chose. Je n'ai pas parlé des problèmes de réglementation européenne en toute chose. Je n'ai pas parlé du budget européen. Je n'ai même pas parlé de fiscalité, alors que j'aurais dû le faire, parce que la fiscalité est une des grandes priorités de la Commission. Nous avons eu un débat d'orientation générale au sein de la Commission ce matin qui portait sur la politique fiscale de l'Union européenne, où nous nous sommes dit, once again, qu'il faudra que d'ici les vacances d'été, la Commission présente une proposition de directive sur l'échange automatique des informations en matière de décision fiscale anticipée. Ce sera fait lors de la réunion du collège du 18 mars. Nous allons présenter un programme d'action en été de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et nous allons renforcer notre action sur un plan international, dans ce sens que nous voudrions que les mêmes objectifs soient partagés par la société, par la communauté internationale, et nous allons redoubler d'efforts pour faire accepter par le Conseil des ministres des textes en matière de mise en place d'une base d'assiette commune. Je n'ai pas parlé de tout cela, non pas parce que je serais luxembourgeois et qu'il n'aimerait pas parler de fiscalité, parce qu'en matière de fiscalité, à lire les journaux, je pourrais employer toutes les langues de l'Union européenne. Merci beaucoup, cher président Jean-Claude Juncker. En fait, tu n'as pas parlé de tout, parce que sinon, il n'y aurait pas d'occasion de revenir. Oui. Et donc, c'est pour laisser beaucoup d'autres sujets aux prochaines visites en tant que président de la Commission de la dernière chance. Et pour moi, c'est l'Union européenne de la dernière chance. Le modèle, notre modèle des institutions de la dernière chance. Je crois qu'avec l'intelligence du cœur
et la volonté de faire, on y arrivera ensemble, parce que c'est ensemble que les institutions européennes réussiront, non pas les unes contre les autres, ni les unes en ignorant les autres, mais en travaillant ensemble. Donc c'est ça notre engagement commun. Merci beaucoup de cette visite. Merci.